Bonjour. Comme vous l'avez vu dans les modules précédents, le gouvernement canadien a véritablement, dans sa prise de possession des territoires autochtones, aussi entrepris une politique de soumission qui est passée par toute une série d'instruments à la fois juridiques mais aussi politiques d'assimilation. Alors évidemment, là on parle de la loi sur les Indiens de 1876 qui s'appelait loi sur les sauvages à l'origine et qui visait clairement à mettre en tutelle les Autochtones. Donc une perte complète de pouvoir politique. Il faut aussi comprendre qu'au moment de la constitution de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qu'on appelle la première constitution canadienne, qui date de 1867, les Autochtones ne sont mentionnés qu'une seule fois, c'est dans l'article 91-24, qui est un article qui finalement en fait des fiduciaires du gouvernement fédéral, c'est-à-dire que les Autochtones et leurs terres sont de compétences fédérales. C'est ce que dit l'article, il n'en dit pas beaucoup plus. Mais clairement, dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que les Autochtones ne sont pas des citoyens comme les autres, parce que les autres citoyens, finalement, en fait, étaient membres d'abord d'une province et ensuite sous compétence fédérale pour certaines choses, alors que pour ce qui est des Autochtones, ils sont sous compétence totale du gouvernement fédéral. Donc, véritablement, au moment de la création du Canada, de la Confédération, il n'y avait aucune place pour les Autochtones. Ils l'avaient eu auparavant par des alliances militaires, au moment où il y a eu des guerres à la fois contre les Britanniques et ensuite contre les Américains. Mais ensuite, ils sont devenus inutiles, et inutiles évidemment pour le gouvernement canadien, et qui en a fait finalement des fiduciaires de l'État canadien. Cela va changer, ça va changer en fait très très lentement, ça va changer d'abord dans les années 50 parce que toute la loi sur les Indiens était très discriminatoire, elle empêchait les Autochtones d'embaucher des avocats par exemple, et de poursuivre la couronne. Il y avait des clauses qui faisaient qu'un Autochtone qui allait à l'université par exemple perdait son statut d'Autochtone, il n'était plus un sauvage, il était devenu civilisé, donc il pouvait être citoyen, donc vous voyez tous les préjugés qui sont en arrière de ça. Donc tout ça va être enlevé en 1950, en une grande partie, mais la loi sur les Indiens va rester. La loi sur les Indiens existe toujours. Elle existe toujours parce que finalement, c'est en même temps elle qui permet une certaine reconnaissance au statut d'autochtone. Mais comme on l'a vu, il faut aussi quand même en être conscient, les Inuits ne sont pas soumis à cette loi-là. Là, quand on parle de loi sur les Indiens, seuls les Indiens, ce qu'on appelle les Indiens, sont soumis à cette loi-là. Donc les Premières Nations, comme le terme qu'on utilise actuellement. Donc dans les années 60, on voit un mouvement en fait de contestation qui se développe chez les Autochtones, qui est beaucoup lié en fait au mouvement des droits civils qui a existé aux États-Unis, où les citoyens noirs américains essayaient de reprendre leurs droits. Il y avait eu un mouvement similaire dans les années 70 parmi les Indiens des États-Unis, notamment avec la confrontation qui a eu lieu à Wounded Knee, où on réclame des droits. Et finalement, il y a une série d'intellectuels autochtones qui sont allés dans les pensionnats très souvent, donc avec une bonne éducation, qui vont devenir les leaders politiques et qui vont réclamer une place au sein de la Confédération. Et ça, c'est un élément qui est important. Et cette place-là, et tout ce mouvement va culminer finalement au moment, parce que je vais faire une histoire courte, là, du rapatriement de la Constitution par le gouvernement Trudeau. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est que le Canada était un dominion britannique, une possession britannique. Et la Constitution, finalement, qui était l'acte de l'Amérique du Nord britannique, était au Parlement de Westminster, en Grande-Bretagne. Et donc Trudeau, dans son effort de faire du Canada une nation à part entière, a demandé le rapatriement de la Constitution. Et dans le rapatriement de la Constitution, évidemment, on a rajouté des choses, notamment une charte des droits et libertés, mais aussi deux éléments. Un premier élément qui était au départ dans les négociations, il y avait une demande de reconnaissance du Québec, et une autre demande de reconnaissance des droits des Autochtones au Canada. Là encore, je vais faire une histoire courte, mais finalement, au moment où la Constitution a été adoptée en 1867, les droits du Québec n'étaient plus là, à part certains droits assez limités reconnus au niveau du langage. Par contre, les Autochtones avaient réussi à maintenir la reconnaissance de leurs droits. Alors, c'est l'article 35.1, qui est un article extrêmement important, qui reconnaît les droits ancestraux et issus de traités des Autochtones du Canada. Alors c'est important parce que ça veut dire maintenant que les droits autochtones sont enchâssés dans la Constitution canadienne, en font partie, ce qui n'était pas le cas en 1867.
Ils avaient été reconnus par les cours en 1973 dans le cas Calder, ça on l'a vu aussi dans le cadre du cours. Mais là, 1982, la Constitution canadienne reconnaît les droits ancestraux. Et à l'issue de cette reconnaissance, évidemment, personne ne savait c'était quoi les droits ancestraux. Ça, c'était l'autre question. Ils avaient accepté de les reconnaître, mais évidemment, il fallait les définir. Il y a eu 3 conférences constitutionnelles qui ont eu lieu et qui visaient justement à déterminer ces droits ancestraux. Ces 3 conférences constitutionnelles ont été un échec. Un échec flagrant, les provinces ne voulant pas reconnaître des droits autochtones, plus que les droits de pratiquer de la chasse et de la pêche, qui sont les droits qui étaient reconnus jusqu'à présent. Et justement, la dernière conférence portait sur l'autonomie gouvernementale, et il y a eu un refus total de reconnaître l'autonomie gouvernementale autochtone à ce moment-là. Là, on est en 1987, à la dernière conférence constitutionnelle. S'ensuit l'accord du lac Meech, l'entente de Charlottetown, qui sont tous des efforts de retrouver la place à la fois du Québec et des Autochtones, ou de faire une place au Québec et aux Autochtones dans la Constitution, mais ça a été un échec. L'entente du lac Meech n'a pas été approuvée par toutes les provinces du Canada et donc est tombé caduc. Et l'accord de Charlottetown a été refusé dans un référendum. Donc finalement, on est resté avec la Constitution de 1982 qui reconnaît des droits ancestraux issus de traités, mais sans plus de précision que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et c'est là où je veux insister, c'est que finalement, les Autochtones, c'est un échec constitutionnel. C'est-à-dire que les Autochtones n'ont pas été capables, ils ont eu une ouverture au moment de 82, ils ont fait passer l'article 35.1, qui est un article important, mais ils n'ont pas été capables d'aller plus loin. Par contre, ce qui s'est passé, et là où ils ont été capables d'avancer, c'est dans les traités. Et là, les traités, c'est un élément central en fait, ça c'est un argument que je fais dans plusieurs de mes textes, c'est que le renouvellement de la Fédération canadienne, il passe par les traités en ce moment. Il ne passe pas par la Constitution est complètement bloquée au Canada. Alors pourquoi il passe par les traités ? Faire un petit historique des traités. Là, historiquement, les traités au Canada sont des traités d'échange de terres contre des couvertures et des annuités. C'est ce qu'on appelle les traités historiques, qui ont été en place jusqu'à dans les années 1920. Mais depuis 1973, comme on l'a vu aussi dans ce cours, avec l'entente de la baie James, on a une nouvelle génération de traités qu'on appelle les traités modernes. Et ces traités, ils sont basés sur une question, c'est justement les droits ancestraux des Autochtones. C'est-à-dire que le gouvernement du Canada, et ça c'est l'arrêt Calder qui l'a déterminé, a une souveraineté sur le Canada, ça a été reconnu, mais par contre les Autochtones ont un droit. Tout territoire qui n'a pas été cédé donc à la couronne britannique a une incertitude juridique, puisqu'il y a un droit sous-jacent qui est le droit autochtone. Et qui a été développé, maintenant la jurisprudence reconnaît même un titre ancestral qui est beaucoup plus fort, donc un droit de faire les choix de l'utilisation du territoire, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. Mais en même temps, c'est ça. Donc c'était une hypothèque sur tout développement sur ces territoires-là, et c'est ce qui s'est passé. Les Autochtones allaient en cours, comme l'entente de la baie James, c'est un bon exemple, et pouvaient obtenir une injonction et arrêter tous les travaux parce que leurs droits n'avaient pas été pris en compte dans ce cas-là. Et donc les traités, ça vise à ça. Ça vise à reprendre les droits en compte des Autochtones. Alors le premier traité a été négocié très rapidement, c'est l'entente de la baie James. En fait, l'histoire est assez intéressante. Personne n'avait négocié de traité moderne et compréhensif au Canada. Il n'y avait pas de politique pour le faire. Il y a eu une injonction d'écrit qui avait bloqué le barrage. Clairement, le Québec, même si l'injonction a été retournée, le Québec a compris qu'il fallait négocier une entente. Et ils sont retournés en fait vers l'ANCSA, qui est le traité de l'Alaska Native Land Claim Settlement Act, qui était le premier traité moderne signé avec les habitants d'Alaska par les États-Unis. Et donc, les deux parties, c'est intéressant, à la fois le Québec et les Inuits et les Cris sont allés chercher des négociateurs des deux parties pour les faire venir et pour essayer de faire ce traité-là. Donc ça a donné l'entente de la baie James, qui est la première entente, qui est une entente totalement atypique. Il n'y a pas une autre entente qui ressemble à ça au Canada. Depuis cette période-là, on a une série d'ententes suite à la politique des revendications territoriales, maintenant qui sont assez normées. Ces ententes-là, et c'est là l'élément important, c'est que ces ententes-là, justement, qui sont des traités, donc signés entre la couronne fédérale et quelquefois une couronne provinciale ou un territoire, et une partie autochtone, une organisation autochtone qui représente les droits de ce peuple autochtone. Mais quand on le signe, le document d'un traité est protégé constitutionnellement. Je vous rappelle l'article 35.1, les droits
les droits ancestraux et issus de traités. Donc tous les droits qui sont dans ces traités-là sont constitutionnellement protégés. Alors, ce que ça veut dire, c'est que finalement, les traités viennent changer la donne, c'est-à-dire qu'ils créent, au départ, c'est uniquement des institutions de cogestion, c'est certains droits sur le territoire, mais maintenant, dans les traités, depuis 1998, l'autonomie gouvernementale est reconnue, et c'est donc le fait, les gouvernements autonomes qui sont créés à partir de ces traités-là sont protégés constitutionnellement. Même s'ils n'existent pas dans la Constitution, parce que la Constitution canadienne ne reconnaît que deux ordres de gouvernement, qui sont l'ordre fédéral et l'ordre provincial. Tout le reste. Donc on a vraiment un développement politique dans le nord du Canada par le biais de ces traités-là, notamment les traités d'autonomie politique, qui créent en fait des juridictions autochtones, protégées constitutionnellement par l'article 35A, mais qui ne sont pas inclus dans la Constitution canadienne. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que les traités viennent renouveler la Constitution, et c'est un élément important. Alors maintenant, au Québec, l'entente qui vient d'être signée sur l'entente Iwichi-Bigent est une entente d'autonomie gouvernementale qui finalement a été négociée par les CRI, le gouvernement fédéral et le Québec. En fait, en partie parce que ça a été deux ententes, donc pas à la même table, et qui a donné la création de ce gouvernement régional. Ça, c'est un élément intéressant aussi parce que on a d'autres gouvernements autonomes, autochtones qui ont été créés, des gouvernements publics comme au Nunavut, des gouvernements ethniques comme au Nunatsiavut, là, au Labrador, qui sont les Inuits très voisins du Nunavik. Mais le modèle du gouvernement régional CRI, c'est un modèle de gouvernement mixte. C'est-à-dire que les CRI représentent 50% des habitants de ce territoire-là, et ils ont négocié une entente dans laquelle le gouvernement est composé de 50% de CRI, des représentants des chefs CRI en fait, et des représentants des maires des agglomérations qui sont le territoire de la baie James. Alors là, on parle de Chibougamau, Matagami, etc. Mais c'est intéressant parce que c'est le premier exemple d'un gouvernement mixte au Canada, c'est-à-dire qu'il est basé à la fois sur le droit des CRI à l'autonomie gouvernementale. C'est aussi une forme de décentralisation. Le Québec décentralise et le fédéral des pouvoirs à ce gouvernement-là. Et de ces deux sources de pouvoir naît ce gouvernement qui a ces deux sources de légitimité. Donc c'est vraiment, et puis vous verrez une entrevue avec Manon Cyr qui en parlera, là. C'est un exemple extrêmement intéressant de comment les droits autochtones peuvent permettre de créer de l'innovation au sein du Canada.